Salut à tous, aujourd'hui direction le supérieur et on parle d'espace vectoriel. Alors cette thématique, pour parcourir l'ensemble du programme de première et deuxième année, nous prendra, je pense, une dizaine de vidéos. Allez, on est parti, à tout de suite. Alors, pourquoi s'intéresse-t-on à cette structure d'espace vectoriel? Normalement au lycée, vous avez dû croiser, dans votre carrière, des problèmes où deux solutions à un même problème avaient une certaine particularité, dans le sens où lorsqu'on additionnait ces deux solutions, la nouvelle solution qu'on obtenait était toujours une solution au problème. On constatait aussi que lorsque l'on multipliait la solution par un réel, pour vous, cette nouvelle solution était toujours solution à notre problème. Ce genre de problème, on les appelle des problèmes linéaires. Et pourquoi on les aime bien? Parce qu'ils sont bien plus simples à résoudre que des problèmes qu'on appelle justement non linéaires. Un autre exemple assez parlant, ce serait de regarder du côté du calcul différentiel. Très souvent, dans le supérieur, vous allez remarquer l'omniprésence de l'algèbre linéaire lorsque vous ferez du calcul différentiel. Ça peut paraître surprenant, mais une des idées principales du calcul différentiel, c'est de ramener des problèmes complexes et non linéaires à des problématiques linéaires. Par exemple, vous avez vu quand vous étiez au lycée la notion de tangente. Vous voyez dans le graphique au-dessus que l'idée principale de la tangente, c'est d'approximer aux alentours d'un point une courbe qui peut être super compliquée, exprimée à l'aide de fonctions assez dures à manipuler, des cosinus, des logarithmes, des arcs tangentes, etc., par un objet que l'on maîtrise assez bien, la droite. Donc quand on regarde un peu le graphique au-dessus, on voit que justement autour d'un point, on peut assimiler la courbe à cette droite et résoudre nos problématiques dans cette petite zone linéairement. Donc à partir de tout ça, on comprend que les mathématiciens aient voulu dégager un cadre commun à tous ces problèmes. Et ce cadre commun, c'est ce qu'on appelle un espace vectoriel. Alors avant de décrire tous les axiomes qui font d'un ensemble E quelconque un ensemble qu'on appelle espace vectoriel, on va rappeler d'abord le cadre. On va considérer un ensemble E sur lequel on va définir deux lois. Alors la première loi, c'est ce qu'on appelle une loi de composition interne. Et on la note plus. C'est une symbolique. Ça pourrait, dans certains problèmes, ne pas correspondre à ce que vous connaissez de l'addition. Mais ici, pour notre cadre, on l'appellera plus. Alors pourquoi on appelle ça une loi de composition interne? C'est simplement une règle que l'on va appliquer à deux éléments de E et qui va nous renvoyer un élément de E. Par exemple, vous connaissez une loi de composition interne qu'on appelle l'addition déjà, la vraie addition sur R. Et effectivement, si je prends deux réels et que je les additionne, alors j'ai un réel, d'accord? Donc j'ai bien pris deux éléments d'espace, j'ai appliqué une règle et ça me renvoie bien un élément d'espace. Et c'est pour ça qu'on note une loi de composition interne, une application qui va de E croix E dans E. Alors toutes les lois ne sont pas des lois de composition interne. Regardez, on va considérer dans N l'opération soustraction et on va prendre l'élément 2, puis l'élément 4 et on va appliquer cette règle de soustraction. On a donc 2 moins 4 qui nous donne moins 2. Le problème de moins 2, c'est que ce n'est plus un entier naturel. Donc cette soustraction qu'on a définie sur N n'est pas une loi de composition interne. J'espère que cela fait sens pour tout le monde. Et c'est ce genre de bizarrerie que l'on veut éviter dans le cadre des espaces vectoriels. Une deuxième loi qu'on appelle cette fois-ci une loi de composition externe, qu'on note multiplicativement par le signe point. Alors ici, comme son nom l'indique, on va récupérer un élément extérieur à notre ensemble E. Pour vous, ce sera exclusivement R ou C pour l'instant. Et on va du coup, un élément extérieur R ou C avec un élément de E, appliquer une règle qu'on note point, qui doit, elle, atterrir dans E. Par exemple, si on imagine des vecteurs, donc E c'est nos vecteurs, d'accord? K ici c'est R, c'est donc des réels. Et effectivement, si je prends un réel et qu'on considère que le point est le sens qu'on donne à la multiplication depuis nos classes de primaire, alors effectivement, si je prends 2 fois un vecteur, ça me renvoie bien un vecteur. Et je définis ainsi une loi de composition externe. Concernant les axiomes à vérifier pour montrer qu'un ensemble est un espace vectoriel, ils sont beaucoup trop nombreux, au nombre de 8. Clairement, si votre prof n'est pas sadique, vous n'aurez jamais à démontrer qu'un ensemble est un espace vectoriel. Ce qui se passera concrètement, c'est que vous allez considérer l'ensemble qu'on vous a donné comme un sous-espace vectoriel d'un ensemble. Ce qui est beaucoup plus simple à montrer parce que ça se montre en deux axiomes. Ok? Et le truc qui est cool, c'est qu'un sous-espace vectoriel est un espace vectoriel. C'est cette stratégie-là que vous utiliserez à 99,9% de votre temps. Concernant les axiomes, la première salve d'axiomes concerne la loi de composition interne. Ok? Alors,
Ce qui est bien, c'est que lorsque vous connaîtrez la définition d'un groupe abélien, les 4 axiomes ici sont la définition d'un groupe abélien. On va y revenir assez rapidement. Premier axiome, on appelle ça l'associativité. C'est simplement que l'on peut, dans une chaîne d'opérations, alors ici c'est 3, mais on peut extrapoler à plus, hein, bien entendu. On peut tout d'abord effectuer, on considérera l'addition comme l'addition qu'on connaît, pour simplifier un peu l'exposé. Si on ajoute x à y, puis qu'on ajoute z, et que l'on ajoute y à z, puis qu'on ajoute x, le résultat est le même. D'accord? Donc c'est du bon sens, encore une fois. Ok? Si vous prenez 10 euros, que vous dépensez 20 euros, et que plus tard vous dépensez 30 euros, vous espérez avoir la même dépense que lorsque vous dépensez 20 et 30 euros, et puis 10 euros après. Ok? Deuxième règle, la commutativité. C'est simplement que l'on peut intervertir deux éléments pour effectuer l'addition. Troisième règle, et celle-là elle est importante, c'est l'existence d'un élément neutre. Alors cet élément neutre, pensez par exemple dans R, simplement pour l'addition dans R, l'élément neutre c'est 0. 2,2 plus 0 nous renvoie bien 2,2. C'est ce qui est écrit ici. Un tout x de notre ensemble E, en ajoutant cet élément neutre, on obtient toujours x. Très bien. Et dernière règle, ce qu'on appelle la symétrie, c'est simplement que pour tout élément x, il existe un autre élément dans cet ensemble E, de telle sorte que la somme des deux éléments renvoie l'élément neutre. Alors, encore une fois, dans R, pour la loi de composition interne qui est l'addition, si je prends 2, et que j'ajoute moins 2, j'obtiens toujours 0, qui est l'élément neutre qu'on a décrit précédemment. Autour de la loi de composition externe, ils sont assez simples. Distributivité ici, par la gauche, distributivité par la droite, d'accord. On a pour le troisième axiome une sorte, je dis bien une sorte, de règle d'associativité, à l'exception près que les trois éléments ne sont pas dans le même espace, deux éléments sont dans le K, donc R ou C, et un troisième élément est dans notre ensemble E. Et puis, l'existence d'un élément neutre pour la loi de composition externe, qu'on va noter 1. D'accord? Allez, pour comprendre tout ça, rien de mieux que deux petits exemples. Première chose que j'ai oublié de vous dire avant, c'est lorsqu'on disait que E était un K espace vectoriel, on a oublié de parler du vocabulaire utilisé. À partir de maintenant, tous les éléments de E, d'accord, on les appellera des vecteurs. Hop là, vecteur. Même si visuellement, ça ne ressemble pas à l'idée que vous faites d'un vecteur. Tous les éléments de K, de la même façon, auront un nouveau nom. On les appellera les scalaires. Ok? Alors, le premier exemple qu'on va donner, ça va être un ensemble qui est égal à R2. Alors, l'ensemble R2, c'est quoi? C'est simplement tous les points du plan que vous connaissez depuis le collège. Alors, comment vous faites pour repérer un point du plan? Vous avez besoin de connaître son abscisse et son ordonnée. Donc, un point du plan est repéré par un couple de points AB. Abscisse, ordonnée. Alors, si on vous donne R2 comme un ensemble, on n'a rien pour l'instant. On sait juste qu'on va jouer avec l'ensemble R2. Il lui faut du coup une loi de composition interne et une loi de composition externe. Donc on va compléter le couple ici avec une loi de composition interne qu'on notera par l'addition et une loi de composition externe que l'on notera avec le point. Alors, quelle loi, notée par l'addition, pourrait-on accoler à cet ensemble pour en faire une loi de composition interne? Pour ce faire, il faudra quoi? Vérifier les 4 axiomes précédemment mentionnés. Donc il faudra avoir l'associativité, la commutativité, l'existence d'un élément neutre et l'existence d'un symétrique. Donc on va commencer par définir la loi. La loi va être définie par, et c'est assez naturel pour vous, donc un élément de R2 avec un autre élément de R2, je dois obtenir un élément de R2. Et ce qu'on va faire ici, on va prendre la loi naturelle que vous connaissez, un couple de points x1, y1, avec un autre couple de points x2, y2, on va définir un nouveau couple de points x1 plus x2, y1 plus y2. Ce qui est encore une fois l'idée qu'on se fait de l'addition naturelle. Alors, il faut du coup un élément neutre. Donc on va noter 0 de R2, ce sera simplement 0, 0. Et maintenant, il nous faut le symétrique d'un couple. Donc on va prendre un couple x1, y1, et on va chercher son symétrique en mettant moins devant, et on définit la symétrie par le nouveau couple, moins x1, moins y1. Et avec tout ça, on peut vérifier tranquillement les 4 axiomes concernant la loi de composition interne. Concernant la loi de composition externe, que l'on va noter point, il nous faut du coup un élément extérieur de notre ensemble R2. Rappelez-vous, on appelait ça un K espace vectoriel. Ici, R2 est un R espace vectoriel, et on va le noter ici. R2 est un R
espace vectoriel. Ok, donc du coup, notre loi de composition externe va être définie comment? Un élément de l'extérieur et un élément de notre ensemble, on doit obtenir un élément de notre ensemble. Donc un réel qu'on va appeler lambda, un couple de points x1, x2. Je vais définir cette règle point par ce nouveau couple, lambda x1 et lambda x2. Et on choisira comme élément neutre la valeur de lambda égale à 1. Ok. Et avec cette règle, on a défini sur R2, qui est un R espace vectoriel, une loi de composition externe qui vérifiera avec notre lambda égale à 1 les 4 axiomes qu'on a décrits précédemment qui concernent la loi de composition externe. Deuxième exemple qu'on pourrait donner, ça va être de considérer E comme l'ensemble M2 de K. Alors M2 de K, c'est quoi? C'est simplement les matrices carrées d'ordre 2 à coefficient dans K. D'accord? Les matrices d'ordre 2 à coef dans K. Alors encore une fois, hein, on a juste trouvé un ensemble. Il faut donc le munir d'une loi de composition interne, d'une loi de composition externe, et vérifier que les 8 axiomes sont validés. Alors pour la loi de composition interne, on va choisir l'addition naturelle qu'on vous a apprise concernant la somme de deux matrices. Donc notre addition va être simplement définie par un élément de M2 de K et à un autre élément de M2 de K. Donc à quoi ressemble un élément de M2 de K? À une matrice carrée d'ordre 2, donc on va l'appeler A, B, C, D, à une autre matrice A', B', C', D'. On va associer un élément de M2 de K, donc une matrice un corps carré, en définissant l'addition de la façon suivante. A plus A', B plus B', C plus C', et D plus D'. D'accord? Donc on additionne finalement position de terme à position de terme, en haut à gauche, en haut à gauche, en haut à droite, en haut à droite, etc. etc. Il nous faut maintenant, rappelez-vous, l'élément neutre. L'élément neutre, naturellement, ça va être quoi? 0 de M2 de K, c'est simplement la matrice nulle. 0, 0, 0, 0. Ok? Et le symétrique d'un élément sera défini comment? Si je prends moins cet élément, ok, le symétrique sera naturellement moins A, moins B, moins C, moins D. Et je vois bien que si j'additionne cette matrice-là avec celle-ci, j'obtiens bien l'élément neutre de notre ensemble qui est 0, 0, 0. Donc avec ça, on a défini une loi de composition interne qui va vérifier nos 4 axiomes. Alors pour la loi de composition externe, on va simplement considérer naturellement que M2 de K est un R espace vectoriel. Donc un élément de R et à un élément de M2 de K, on va associer un élément de M2 de K. D'accord? Et naturellement, on va définir cette loi de composition externe qu'on a notée ici par un scalaire et à un élément de M2 de K, A, B, C, D, on va associer le nouvel élément lambda A, lambda B, lambda C et lambda D. D'accord? Donc, on a défini notre loi de composition externe. Il nous faut du coup l'élément neutre. Et pour l'élément neutre, encore une fois, on choisira l'élément lambda égal à 1. Car une fois la matrice ABC, ok, nous renvoie la matrice ABC. Et donc, avec cette loi de composition externe et cet élément neutre, nous vérifions tranquillement les 4 axiomes qui concernent cette loi de composition externe dans la définition d'un espace vectoriel. Et maintenant, parlons, après les avoir mentionnés plusieurs fois dans le début d'exposé, de sous-espaces vectoriels. Alors, un sous-espace vectoriel, c'est quoi? D'abord, on va considérer un espace vectoriel grand E. Dans cet espace vectoriel grand E, on va considérer une partie de cet espace vectoriel qu'on supposera non vide, sinon ça n'a strictement aucun intérêt. On dira alors que F est un sous-espace vectoriel de E, d'accord? E étant lui-même un espace vectoriel, si la restriction des lois de E à F fait de F un espace vectoriel. C'est important de comprendre le mot restriction. La restriction, c'est simplement appliquer les lois de E, c'est-à-dire la loi de composition interne et la loi de composition externe, exclusivement aux éléments de F. On restreint le champ d'application des lois à une partie plus petite que la partie de départ. Alors là, naturellement, on devrait, pour vérifier
qu'un ensemble est un sous-espace vectoriel de façon brute. Une fois qu'on a montré que c'était une partie non vide de E, vérifier les 8 axiomes qu'on a décrits précédemment. Mais c'est là qu'arrive notre proposition préférée de ce chapitre. On va la noter ici. Proposition, ok. On dira que F est un sous-espace vectoriel, donc SEV, de E, d'accord, si et seulement si on a les deux critères suivants. F doit être une partie non vide, on note du coup F différent d'ensemble vide, et on a du coup, pour deux vecteurs de F et deux scalaires de K, l'implication suivante, lambda x plus nu y doit appartenir à F. Donc n'oubliez pas, dans ce cadre-là, on parle de sous-espace vectoriel pour F, car E est un espace vectoriel. L'avantage de cette proposition-là, c'est que si F est caractérisé comme un sous-espace vectoriel de E, F sera lui-même un espace vectoriel. Et c'est de cette façon-là qu'on montrera, comme je vous l'ai dit précédemment, qu'un ensemble est un espace vectoriel sans avoir à vérifier les 8 axiomes qu'on a présentés au début de ce cours. Prenons un exemple pour voir comment ça marche. Donc on va prendre un petit exemple qu'on va noter ici en jaune. Exemple. On va prendre un vecteur appartenant à un espace vectoriel E, d'accord? Sans qu'on ait besoin vraiment d'expliciter l'espace vectoriel E. On va définir alors cet ensemble-là, qu'on va noter F, par F étant les Y qui appartiennent à E, de telle sorte qu'il existe un scalaire lambda appartenant en K, vérifiant Y égale à lambda V. Cet ensemble-là, c'est ce qu'on appelle une droite vectorielle. Pourquoi? Parce que si on se place dans le cadre où E égale à R2, finalement, regardez, si E était égal à R2, on aurait pris un vecteur de E dans le plan, donc on aurait quelque chose comme ça. Hop là, donc on aurait pris un vecteur de E, ici, hop là, V, et l'ensemble F qui est défini ici représente quoi? L'ensemble des vecteurs qui sont collinaires à V. Donc on aurait un ensemble qui ressemblerait à quelque chose comme ça, il y aurait celui-ci, et in fine, on voit bien qu'on représente toute cette droite qu'on appelle la droite vectorielle, c'est-à-dire la droite engendrée par le vecteur V. Ok, donc j'efface ça, c'était juste pour donner une image, et du coup on va montrer que F est un SEV de grand E. Première chose, F est non vide. Pourquoi? Parce qu'il contient V. V appartient bien à F. Donc c'est une partie non vide. Maintenant, on va prendre du coup, comme c'est écrit ici, deux éléments de F. Donc on va prendre soit X appartenant à F, Y appartenant à F. Donc puisqu'ils appartiennent à F, comment on peut les écrire? Si X appartient à F, ça veut dire quoi? Par définition, il existe lambda tel que X est égal à lambda V. Donc on va noter ici X égale à lambda 1 V, pour plus de clarté. Et de la même façon, puisqu'Y est dans F, Y peut s'écrire sous la forme d'un certain lambda 2 fois V. Donc on a notre première chose. Et notre objectif ici, c'est de montrer que pour deux scalaires appartenant à K, cette combinaison linéaire-là est toujours dans F. Vérifions, on va écrire du coup ici lambda x, donc x vaut quoi? Lambda 1 V, plus nu y, y étant égal à lambda 2 V, ok, c'est donc égal à lambda 1 plus nu lambda 2, le tout fois V. Donc là, hein, rappelez-vous, hein, on est sur un espace vectoriel. E est un espace vectoriel. Donc toutes les règles qu'on a données de distributivité par la droite, par la gauche, qu'on a rappelées dans la deuxième partie des axiomes, sont valables ici. C'est pour ça qu'on a pu isoler V sur la droite et mettre les scalaires entre parenthèses sur la gauche. Cette quantité-là, c'est bien le produit de deux scalaires, ok, plus le produit de deux scalaires. Donc au total, c'est un scalaire. On va l'appeler du coup grand delta. Et du coup, la quantité qu'on a ici est égale à delta fois V. Et on a bien du coup la combinaison linéaire suivante est sous la forme d'un scalaire fois V. C'est bien la condition d'appartenance à grand F. Et on peut dire que cette quantité-là appartient à grand F. Et donc F est un sous-espace vectoriel de E, et donc lui-même un espace vectoriel. Allez, on se quitte là-dessus pour ce premier cours. Vous allez voir, ça va monter crescendo, donc accrochez-vous. Mais pour pas vous mentir, vous n'avez pas le choix. Difficile de réussir ces études supérieures sans maîtriser l'algèbre linéaire. Allez, à plus, bye bye.